C'est déjà le 20e Arrêt culturel et je ne pourrais pas imaginer plus belle façon de passer les samedis qu'en votre charmante compagnie. Merci pour votre fidélité. C'est parti pour 30 minutes de culture, cette semaine. Envie de redécorer votre maison avec des œuvres d'art originales sans vous ruiner? On vous parle des œuvres d'art à louer. C'est ma thérapie, ça s'appelle RAP. C'est une figure incontournable du hip-hop d'ici, un homme qui a le cœur sur la main. On passe 5 minutes avec le rappeur Dramatique. C'est ma thérapie. Laïma Abouraja Gérald vient nous présenter le meilleur de la télé, les séries du moment à ne pas manquer. Bienvenue à votre arrêt culturel. Salut, ici Nabi Alexandre Chartier, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel arrêt culturel où chaque semaine on fait un panorama de tout ce qui a marqué la semaine culturelle d'un bout à l'autre du pays. Et un sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine, Louis-Philippe, c'est le Super Bowl, la grand-messe du football américain qui avait lieu dimanche dernier. Ben, il y avait le match, bien sûr, mais il y avait aussi le spectacle de la mi-temps qui a Moi, fait c'est beaucoup surtout ça que j'aime. Ouais, moi aussi. Eminem qui a mis les genoux à terre, on ne savait pas si c'était un hommage à Tupac ou c'était un hommage à un autre geste qui a été posé par un... Colin Kaepernick, absolument. Et c'était la toute première fois dans l'histoire du Super Bowl qu'on avait une programmation, un spectacle entièrement consacré au rap qui demeure quand même le style de musique le plus populaire aux États-Unis. Et coup de chapeau à une firme montréalaise, Pixmob, qui a eu le défi d'éclairer tout ça en plein jour. Absolument. Ils avaient la tâche d'illuminer le public en donnant des petits dispositifs équipés de lumière d'ailes qui sont contrôlés à distance. Mais ça s'est bien passé. Résultat exceptionnel pour cette firme qui a connu des années un petit peu difficiles avec la pandémie. Mais là, les choses vont de mieux en mieux. Ils ont été d'ailleurs cette semaine aussi à Dubaï pour le lancement de la tournée mondiale de Coldplay. Et là, ils ont créé un nouveau dispositif qui, en plus, recyclable, biodégradable, donc un virage vert en plus pour l'entreprise québécoise. Deuxième bonne nouvelle, Louis-Philippe, dont on doit parler cette semaine, c'est des investissements majeurs pour les studios Melz à Montréal. Je ne sais pas si tu te souviens, Nabi, mais l'an passé, j'ai fait un reportage sur la production virtuelle au studio Melz. L'idée, c'est d'avoir un écran et de recréer un décor. Beau temps, mauvais temps, on peut donc tourner à l'intérieur. Et ça permet de tourner des publicités, entre autres des téléséries, mais aussi des films à grand déploiement. Alors là, l'an passé, il y avait cet écran magnifique, mais là, cette année, l'écran est 10 fois plus grand. 10 fois. Oui, des investissements de plusieurs millions de dollars. J'ai pu visiter les lieux. Il y a même un plafond qui monte et qui descend pour s'assurer d'avoir le bon effet. Je me suis même amusé. J'ai couru dans le tunnel Ville-Marie, évidemment de façon virtuelle. C'est plus sécuritaire. Et c'est plus sécuritaire. L'idée, c'est qu'il y a un boom. On en parlait au beau niveau des productions. Montréal est une des villes chéries par les producteurs hollywoodiens. Donc, je me suis entretenu là-dessus avec Martin Carrier, qui est le président et chef de la direction des studios Melz. On l'écoute. Ce qu'on veut faire chez Melz avec cette nouvelle technologie-là, c'est, oui, attirer des grands blockbusters américains, comme on a fait, entre autres, sur Transformers l'été dernier, qui a utilisé une partie de cette technologie-là, mais on veut la rendre aussi accessible aux productions québécoises. Une bonne nouvelle pour l'industrie cinématographique qui tourne à plein régime. Parlant cinéma, on doit souligner le départ d'un grand nom de la comédie, un Canadien, Ivan Reitman. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais si on dit Ghostbusters, Un flic à la maternelle. Junior. SOS Fantôme. Là, vous replacez ces comédies classiques des années 80-90 et début 2000. Et c'est l'homme qui était derrière ces grandes comédies. On l'appelait le roi de la comédie, Ivan Reitman, et Arnold Schwarzenegger, qui était très triste à l'annonce de son décès, s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant « J'étais Monsieur Muscle, mais Ivan Reitman a fait de moi quelqu'un de drôle, de comique. Il a su trouver mon côté le plus givré. » Comédies qui ont marqué ma jeunesse. Merci beaucoup, Louis-Philippe. On te retrouve un petit peu plus tard pour ta rencontre avec Dramatique, un rappeur important et qui a un parcours fascinant. Un rappeur absolument résilient, une très belle rencontre. Merci beaucoup. On discute de ça tout à l'heure. Pour le moment, nous, on va parler d'une nouvelle pratique dans le milieu de l'édition. Ça s'appelle les lecteurs sensibles. Lorsqu'un auteur écrit à propos d'une réalité qui n'est pas la sienne, bien des fois, on a recours à ces gens issus des différentes communautés culturelles pour relire le texte et s'assurer qu'il n'y a rien de choquant ou de désobligeant, une pratique qui est déjà courante aux États-Unis et en Europe et qui se répand de plus en plus ici aussi. Voici mon reportage. Dans son roman La Desiderata, Marie-Hélène Poitras raconte 4 histoires de métamorphose. Sous certains angles, elle est la femme qu'elle a toujours voulu être. Entre autres, celle d'un personnage né dans un corps de garçon et qui deviendra femme. Là, j'avais l'impression que je m'étais un peu retenue, que j'avais un petit peu peur de peut-être égratigner certaines sensibilités.
Elle a demandé à Chris Bergeron, une auteure trans, de relire son texte pour identifier des passages qui pourraient être offensants et pour donner des pistes pour nourrir l'authenticité du personnage. Moi, dans le fond, il y avait une certaine forme d'autocensure que je faisais avant de pouvoir avoir les coups des franches grâce à la lecture sensible. Aux États-Unis, certains en font même une profession. Chez des éditeurs comme Scholastic ou la rédaction du New York Times, ils sont fréquents. C'est comme ça qu'on va construire des ponts puis qu'on va réussir à se comprendre entre différentes nations. C'est comme ça, c'est en discutant, c'est en s'éduquant, puis c'est en décolonisant nos manières de voir les choses. À l'Association des éditeurs de livres, on en parle de plus en plus des lecteurs sensibles, même si ce rôle n'est pas nouveau. On se rend compte que plusieurs maisons d'édition travaillent avec des lecteurs sensibles depuis plusieurs années, mais ils ne les nommaient pas de cette façon-là. Ils envisagent de mettre sur pied une formation sur cette pratique. Une bonne nouvelle pour l'éditrice Catherine Leroux, qui n'y voit pas une forme de censure. L'auteur a toute la liberté de prendre ce qui l'intéresse et de rejeter ce qui lui semble pas pertinent. Il n'y a rien de directif dans ce processus-là. Et au contraire, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, c'est très fertile. Ça donne des nouvelles idées, ça apporte de l'eau au moulin. On a connu le rappeur Dramatique avec son groupe Mosaïen. C'est un homme au parcours riche qui comprend le sens du mot résilience. Après la pause, on passe 5 minutes avec Dramatique. Bougez pas. En février, avec le temps un peu maussade, on a besoin de beauté et de couleurs. C'est ce qu'on nous propose actuellement au musée à Québec. C'est parti pour notre tour du Canada. Ici Tifa Bourgeoine, au Musée national des beaux-arts du Québec, où Manif d'art lance aujourd'hui la Biennale de Québec, une vaste exposition sur le thème de l'illusion et qui s'appelle « Les illusions sont réelles ». Pour les 70 prochains jours, on pourra découvrir le travail d'une centaine d'artistes, des sculptures, de la peinture, des œuvres d'art numériques, audio, vidéo, des installations également qui viennent questionner cette frontière entre le réel et l'illusion. 34 lieux de la ville de Québec y participent. L'exposition centrale se situe au sein même du Musée national des beaux-arts du Québec. D'autres institutions culturelles y participent avec des œuvres d'art, des installations intérieures et extérieures également. Ici Mathilde Gauthier à Winnipeg. Je me trouve au Parc du Voyageur devant le Fort Gibraltar où se célèbre actuellement la 53e édition du Festival du Voyageur. Cette année, le plus grand événement francophone de l'Ouest canadien sera en mode hybride. Pas très loin d'ici, dans le quartier Saint-Boniface, le Centre culturel franco-manitobain propose une 50aine de spectacles. Une série de spectacles sera également diffusée en ligne sur la chaîne YouTube du Festival du Voyageur. Ici, au Parc du Voyageur, les festivaliers pourront assister à différentes activités comme la tire sur neige et également deux nouveautés avec le Feu d'infinité qui célèbre les peuples métis et la boîte à chansons qui propose des concerts mobiles dans tout le parc. Le Festival du Voyageur, c'est jusqu'au 27 février à Winnipeg. Et du côté de Montréal, jusqu'au 5 mars prochain, c'est le festival Montréal en Lumière qui bat son plein. Installations lumineuses, projections, spectacle de cirque avec les 7 doigts de la main, une nouvelle patinoire également à découvrir au centre-ville de Montréal, une foule d'activités pour toute la famille à découvrir jusqu'au 5 mars prochain. Vous avez envie de redécorer votre maison, d'embellir votre intérieur sans vous ruiner? Eh bien, c'est possible de vous tourner vers la location d'œuvres d'art. Il y a des organismes comme l'Artetec à Montréal ou encore comme le Musée national des beaux-arts à Québec qui proposent des œuvres d'art en location. Et c'est également possible du côté de Vancouver avec le Art Rental Show qui se déroule 2 fois par année et on peut louer des œuvres d'artistes locaux, comme vous allez le voir dans le reportage de Lynn Barnabé. Depuis 1972, l'organisme Nordvan Arts offre au grand public la possibilité de louer des œuvres originales créées par des artistes de la région de Vancouver. Donc, c'est à peu près le même principe que la bibliothèque, sauf qu'on a l'option d'acheter si on veut. Donc, on peut emprunter ou louer des tableaux. Vous pouvez le faire direct, on le descend des murs, on l'emballe, on l'envoie avec vous et puis on le remplace. Une fois l'exposition terminée, les quelques 450 tableaux, photographies et lithographies sont entreposés à la galerie de Nordvan Arts, soit la Cityscape Community Art Space, où a lieu l'exposition. Le public peut s'y rendre à l'année pour louer les œuvres à un prix variant entre 10 et 55 $ par mois. On a une cliente qui loue depuis 2002 et elle change
tous les 3-4 mois. Il y a des entreprises, c'est très bien dans une salle de réunion ou dans une salle d'attente pour les cabinets médicaux. Un de nos clients aussi, depuis quelques années, en fait, c'est l'industrie du film et de télévision. Environ le tiers des œuvres est en location et 12 % sont achetées. Nordvan Arts remet 70 % des revenus aux artistes. Le peintre Lorne Curry participe à ce programme depuis plus de 6 ans. J'ai vendu 2 ou 3 œuvres par ce programme-là. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi eu de nouveaux collectionneurs qui sont venus voir ici au studio pour voir ce que j'avais autre. Lorne Curry a également loué des œuvres à la Nordvan Arts avant de soumettre les siennes. Ça permet de découvrir de nouveaux artistes et d'avoir accès justement à des œuvres auxquelles on ne peut peut-être pas se payer le prix complet. Ça permet un genre d'essai de route, si tu veux, avec une œuvre d'art. Ici Lynn Barnabé, Radio-Canada, North Vancouver. Le rappeur Dramatique a un parcours inspirant. Après une enfance difficile, Dramatique s'est hissé au sommet du rap québécois avec son groupe Mosaïen. Tout récemment, il vient de remettre 100 000 $ à l'organisme 1804 qui aide à la persévérance scolaire. Louis-Philippe Ouimet l'a rencontré. Jocelyn Bruno, alias Dramatique, je suis très content de vous rencontrer parce que vous êtes un pionnier du rap québécois, entre autres avec le groupe Mosaïen. On va y revenir, mais avant, je veux parler de votre projet Royauté. C'est une compilation de 12 chansons écrites et réalisées par une trentaine d'artistes issus des communautés noires du Québec où vous avez amassé 100 000 $ que vous allez remettre au fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Et pourquoi avoir choisi de soutenir la persévérance scolaire? Souvent, on va à l'école puis on n'a pas les ressources ou la table dans le dos. Et à cette époque-là, à l'âge de 15 ans au secondaire, moi je me rappelle, j'étais en manque de ressources. Puis ces jeunes-là ont besoin d'une passerelle vers le monde de l'emploi aussi. On a un grave problème d'employabilité. Donc, je pense que tout cet encouragement est bénéfique. Votre carrière a commencé il y a environ 25 ans dans le quartier Montréal-Nord. Vous étiez à l'école Henri Bourassa. Vous avez déjà dit, en tant que bègue, c'est le rap qui m'a libéré parce que j'étais timide et dépressif. Oui. Comment le rap vous a aidé? Le rap m'a aidé à mettre des mots ensemble sans que je m'enfarge dedans. Parce que sans le rap, comme vous remarquez, j'ai plusieurs syllabes qui essayent de passer par la même porte en même temps. Puis le rap est venu comme mettre une grille. Le rap est venu m'aider à avoir plus de confiance en moi. Le rap a amené... le rap change le cerveau aussi. Juste le fait de faire la musique, ça active des parties du cerveau. C'est pas rien, ça. Le rap a changé votre vie? A sauvé votre vie? Oui, oui, je pense que oui. Oui, parce qu'à cette époque-là, en 89, j'étais dans une époque sombre. J'étais en appartement à l'âge de 16-17 ans avec des amis, puis des chums, avec des mauvais coups, tout ça. Mais le rap est venu me mettre sur une grille. Puis ça qui m'a aidé à ne pas arrêter. Puis le rap, ça a été une thérapie en soi. J'ai pu mettre tous mes démons sur une feuille blanche. Votre carrière a vraiment décollé en 1996 avec Mosaïen. Il y a eu 2 albums extraordinaires qui ont gagné d'ailleurs le Félix de l'année à la disque. Que retenez-vous de l'expérience Mosaïen? Je retiens l'école, en fait, c'est une vraie école. Et nous, à cette époque-là, on vient d'une époque où il n'y avait pas des gens qui nous ressemblaient. Donc, le chemin n'était pas encore tracé encore. On était un système d'alarme, un genre de sirène. Et c'est pas tout le monde qui va entendre parler des problèmes. Tu as des gens qui veulent mettre des problèmes en dessous du tapis. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Tout au long de votre carrière, vous avez manifesté contre le racisme systémique et je pense particulièrement à 2 chansons, L'oubli et Révolte vert. Comment voulez-vous parler d'un sujet aussi sensible? Et comment ne pas en parler? On se fait piquer, on souffre, on se fait brûler. Je veux dire, il faut que ça sorte à quelque part. On regarde les manifestations, on dirait qu'on est encore à l'époque des images en noir et blanc. C'est le même message, c'est les mêmes piquets, les mêmes manifestations. C'est une honte, finalement, de faire ce extra travail-là juste pour être accepté. On dirait qu'on doit s'excuser de vivre puis d'être là. Correct. Je sais que aujourd'hui, c'est un soir important. Je le sais, ça.
On vous a vu dans l'excellente série « Je voudrais qu'on m'efface ». On vous a vu à l'écran. Comment vous avez trouvé l'expérience? Oh, c'était juste génial. Moi-même, de mon vivant, j'aurais jamais osé demander un rôle parlant. Parce que c'est rare qu'on voit des becs à la télévision. Donc, on parle de diversité, ben ça en est aussi, ça. Il y a plein de gens qui sont becs qui ont peur de prendre la parole. La volonté de partager mon expérience est plus forte que la voix de la peur qui m'habite. Alors, je fonce. Vous voulez justement inspirer des jeunes à foncer parce que vous faites des ateliers dans les écoles. Oui, c'est ça. Exact. Qu'avez-vous à dire aux jeunes? Je dirais aux jeunes de croire en soi, de ne pas arrêter. Des fois, on a des idées dans notre tête qui nous rendent heureux, puis il faut continuer à nourrir cette flamme-là. Et c'est vous qui avez raison au final. Ouais. J'espère qu'ils vous ont entendu. Ouais. Dramatique, merci beaucoup. Thanks. J'essaye de dire mon nom sans bégayer, mais comme un CD enrayé, mon CD... Il se fait de belles et de bonnes choses en télé. Après la pause, Laïma Abouraja-Gérald vient nous présenter ses coups de cœur séries télé du moment. Manquez pas ça, à tout de suite. How well do you know your neighbors? You see many of them every day, but have you ever wondered what goes on behind their doors? C'est le moment à présent de parler séries télé et pour ce faire, on accueille la charmante Laïma Abouraja-Gérald. Bonjour Laïma. Bonjour Nabi. Très contente de te retrouver. Tu débutes en nous parlant d'une série qui a été créée par Steve Martin, Only Murderers in the Building. Exactement, c'est mon coup de cœur du mois de janvier. Donc, on suit 3 personnages, 3 inconnus, un ancien acteur, un ancien réalisateur de Broadway et une jeune femme un peu mystérieuse qui garde l'appartement de sa tante. Ils vivent tous dans le même immeuble et à un moment donné, coup de théâtre, il y a un meurtre dans l'immeuble. Et ces 3 inconnus-là, qui sont tous les 3 des fans de podcasts de True Crime, et décident de créer leur propre podcast d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tu dis 3 inconnus, mais c'est 3 super vedettes qui interprètent ces 3 inconnus. Exactement. Donc, on a Selena Gomez qui joue avec Steve Martin et Martin Short, donc, et qui sont assez seuls dans leur vie respective. Donc, au travers de cette espèce d'enquête qu'ils mènent dans l'immeuble, c'est une belle réflexion sur la solitude dans les grandes villes, j'ai trouvé. C'est vraiment 3 personnes qui vivent un peu chacun en silo et qui se retrouvent autour de cette fameuse passion-là pour l'enquête. C'est une série qui fait du bien, qui est très, très drôle. On rit beaucoup. Vraiment mon coup de cœur du mois de janvier. There's a very strong chance the killer is musical superstar Sting. The guy from U2. Oui, tout le monde a l'air louche. Tout le monde est louche. Qui a tué? Ah, ça, il faut regarder la série pour le savoir. Excellent. Deuxième suggestion, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi, je vais dans un barbershop de gens qui viennent de République dominicaine et c'est toujours une espèce de spectacle. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. On me tient comme si j'étais un petit mouton qu'on est en train de tondre. Donc, c'est toujours une expérience traumatisante et amusante pour moi. Donc, je peux facilement imaginer qu'il y a beaucoup à dire sur les salons de coiffure et c'est le sujet de la série Tenir Salon. Tenir Salon. Donc, c'est drôle que tu racontes ça parce que l'animatrice et la conceptrice de cette série-là, Sophie Fouron, a eu cette idée-là de la série quand elle était en Écosse et qu'elle se faisait elle-même coiffer par un coiffeur sénégalais. Et à ce moment-là, elle s'est dit, mon Dieu, mais il y a forcément un univers à explorer. Et cette série-là, c'est un excellent prétexte pour aller à la rencontre de plein de communautés culturelles à travers la province, à travers le prisme des salons de coiffure. Ça devient presque un milieu de vie dans certains cas. Tout à fait, parce que les gens de la communauté se rassemblent. Puis la série, ça devient vraiment une espèce de microcosme, en fait, pour parler de plein de sujets en lien avec la communauté qui nous intéresse. Donc, par exemple, dans la saison 2, on suit un coiffeur cubain. Mais au final, on dépasse le sujet du salon de coiffure parce qu'on parle de son arrivée au Québec, de tous les défis que peuvent représenter l'immigration, l'intégration, l'apprentissage de la langue. Et c'est une série, honnêtement, qui fait tellement du bien. Et je pense que Sophie Fouron y est pour beaucoup, parce que on sent tellement sa réelle curiosité, sa bienveillance, son empathie pour les gens qu'elle rencontre. Chaque fois, le professeur a mal prononcé mon nom. Donc un jour, il a dit que pourquoi tu donnes un nom français comme Isabelle. Tu peux appeler Isa, c'est petite courte. Donc moi, j'ai choisi comme Isa. Alors, c'est ton professeur qui a choisi ton prénom. C'est incroyable. C'est comme un accident.
Une idée très originale et très intéressante. Et ta dernière suggestion, Laïma, c'est un documentaire à découvrir sur Crave, Une fois c'est un noir. Exactement. On dirait le début d'une blague. Oui, bien justement, on parle du milieu de l'humour, en fait, au Québec, à travers différentes entrevues avec des humoristes noirs. Donc, on va vraiment de Normand Brathwaite à Boucard Diouf, Anthony Cavana, Michel Mombara, jusqu'à Gariana Jean-Louis, qui est la première et la seule femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour au Québec. Moi, je suis reine séduction. Hein. Pour séduire un homme, c'est facile. Moi, je le regarde jusqu'à ce qu'il me marie. On voit vraiment, en fait, leurs différents parcours et on les perçoit vraiment comme des parcours de résilience, des parcours de beaucoup de persévérance. Puis, on voit vraiment aussi que ces humoristes-là souhaitent être des modèles pour les jeunes aussi. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a touchée le plus, c'est de voir qu'ils parlent de leur parcours comme d'un chemin qu'ils ont débroussaillé, mais surtout de l'importance de laisser les portes ouvertes pour ceux et celles qui vont venir après eux. C'est très beau, très inspirant, ouais. Bien, merci beaucoup pour ces 3 belles suggestions, Laïma. Très hâte de te retrouver pour d'autres suggestions. Puis pour le moment, nous, on va regarder des images de Une fois c'est un noir. Une fois c'est un noir, ça provoque quoi en toi et ça évoque quoi? Cringe! Je suis sûr, il y a une blague nulle qui va arriver après. Ah, c'est mon primaire, mon secondaire. Ils m'ont fait toutes les jokes de noir. Est-ce que ça arrive des fois qu'on a des bonnes surprises? Non. Avec le plan de déconfinement qui se confirme, on assiste au retour des grandes tournées internationales, notamment Stromae qui sera au pays à la rentrée prochaine. Il va faire des spectacles à Vancouver, Toronto, Montréal et Québec. On se quitte d'ailleurs cette semaine en écoutant un petit extrait de Stromae. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.